Si je voulais te faire entrer dans une secte, eh bien je ne commencerai pas par te parler de Dieu, mais je commencerai par toi. Et le plus dérangeant, c'est que ça a déjà fonctionné sur des milliers de personnes très intelligentes. Des médecins, des avocats, des professeurs. Ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de mécanique mentale. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une secte, et on va le faire ensemble, et tu vas voir, c'est pas aussi compliqué que tu le penses. Parce que regarde, ce mec, en 1978, a réussi à convaincre 900 personnes de boire du cyanure perdu au milieu de la jungle. 900 dont des médecins, des avocats, des professeurs, des étudiants brillants, et son nom, c'est Jim Jones. Pasteur en Californie dans les années 60, et au début, franchement, ça part plutôt bien. Il prêche l'égalité raciale, la justice sociale, et à l'époque, c'est radical, et donc c'est une idée qui plaît beaucoup. Et ça attire du monde. Des idéalistes, des militants, des gens qui veulent vraiment changer le monde. Et puis, dans les années 70, ça commence à partir en couille. Jones commence à parler de persécution, il explique que les États-Unis vont s'effondrer, que c'est bientôt la fin, et alors il propose de construire un paradis social dans la jungle, loin de tout, au Guyana. Pourquoi pas? Alors ils partent, des centaines de personnes, et construisent Jonestown. Une ville utopique, au milieu de nulle part, avec une agriculture collective, pas de système d'argent, pas de système hiérarchique, enfin, sauf pour Jim, mais ça, c'est un détail. Et puis, arrive novembre 1978. Un député américain vient un petit peu inspecter la ville. Des familles commencent à s'inquiéter, parce qu'il pose un petit peu trop de questions. Et alors là, le clou du spectacle, il veut commencer même à ramener du monde extérieur. Alors Jones panique, il rassemble toute la petite collectivité, et leur dit, c'est fini. Le gouvernement américain va arriver, ils vont nous emprisonner, ils vont nous buter. Alors la seule solution, la seule issue qu'on ait, c'est un suicide révolutionnaire collectif. Donc ils prennent des bacs de Kool-Aid mélangés avec un petit peu de cyanure, des seringues pour les enfants, et paf, 909 morts, dont 304 enfants. Alors la vraie question, c'est pas comment un taré de ce genre ait pu arriver à faire ça. La vraie question, c'est comment des gens qui avaient des valeurs, une éducation, un esprit critique, en sont arrivés jusqu'à là. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, parce que c'est toujours la même mécanique, 4 étapes, toujours les mêmes, et une fois que tu les connais, après tu peux les repérer à peu près partout. Allez, créons ensemble notre secte. Alors, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment? Quels sont les sujets en vogue? La pollution, la planète, où on est en train de buter la planète, ça c'est pas mal. Peut-être déjà vu. Après, il y a quoi encore? L'attention, les écrans. Ouais, l'attention, les écrans. Alors en fait, au lieu de faire un choix, on va faire les deux. Boum, pineapple pen. Double culpabilité, morale et personnelle. C'est super ça. Les réseaux te rendent anxieux et ton smartphone pollue. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. On va y trouver un petit nom. Reconnexion, peut-être un peu trop vu. Renaissance. Ouais, renaissance. Renaissance, reconnecte-toi à la vraie vie. Renaissance, reconnecte-toi au réel. Ouais, ça c'est bien. Alors c'est parfait, on a notre nom, on a notre cheval de bataille, enfin nos 2 chevaux, qui sont en plus bien ancrés dans le conscient collectif, donc ça devrait être assez facile d'aller chercher les gens. Et le pitch est simple, les écrans détruisent ton cerveau et ta planète. Et alors bon, on va essayer de faire différemment de Jones, nous le but c'est pas de tuer des gens, c'est plutôt de faire une machine à cash. Et par contre, on va toujours utiliser ces mêmes 4 étapes, parce que c'est celle qui fonctionne. Bon, la première étape pour créer sa secte, tout le monde pense que c'est d'aller chercher les bonnes personnes, mais non, c'est d'aller chercher le bon moment. Parce que tout le monde imagine que les sectes recrutent des gens naïfs, fragiles, perdus, alors que pas du tout. Une secte recrute des moments de vie, des transitions. Diplômés, déménagement, rupture, perte de sens, questionnement existentiel, voire même nouveau boulot. Et alors, bonne nouvelle pour nous, parce que les périodes de transition, ça arrive à tout le monde. Faut juste être là au bon moment. Et John, ça, lui, il l'avait compris. Parce que dans les années 60, l'Amérique est en pleine transition. Guerre du Vietnam, mouvement pour les droits civiques. Il y avait une génération entière qui était là en train d'essayer de chercher un sens ou de donner une nouvelle direction au monde. Alors là, John arrive et leur propose, écoutez, regardez, moi j'ai une idée. Là, les blancs et les noirs peuvent vivre ensemble au même niveau. On partage tout et on s'entraide. N'est-ce pas merveilleux? Et ça, c'est du concret. Et pour quelqu'un qui sort d'une fac avec plein d'idéaux, mais aucun pouvoir pour actionner tout ça, c'est la solution parfaite. Parce qu'en fait, personne ne se dit « Oh tiens, aujourd'hui, t'es si j'allais rejoindre une secte ». Non, les gens se disent « Putain, j'ai enfin trouvé des gens qui pensent comme moi, et en plus, qui agissent ». Bon, et nous alors, avec Renaissance, qu'est-ce qu'on va cibler? Bien, je pense plutôt les diplômés, 25-35 ans, urbains, et surtout, en pleine transition. Tu sais, ceux qui viennent par exemple de changer de ville, avec un nouveau boulot, et qui passent 5 heures sur TikTok et scroll sur Instagram en se demandant putain mais en fait c'est quoi ma vie? Voilà, eux c'est notre cible parfaite. Et alors ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas des gens malheureux, ce sont juste des gens en questionnement,
en recherche. Recherche de nouveaux potes parce qu'ils arrivent dans une nouvelle ville. Recherche de sens parce que leur job leur plaît pas, et donc c'est pour ça qu'ils viennent de changer et qu'ils essayent d'en trouver un autre. Recherche de sens. Bref, tu l'as compris, c'est exactement cette cible qu'on veut. Alors là, attention, coup de génie, comment on va recruter les gens ? Bien sûr TikTok et Instagram, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Et en plus, on est sûr qu'ils y sont, et on va pouvoir activer bonne culpabilité dès le début. Donc la campagne, c'est on va faire des vidéos avec des stats choc. Tu passes 5 heures par jour sur ton téléphone, tu détruis ton cerveau parce qu'il est pas fait pour ça, et en plus de ça, regarde, t'as vu les data centers comment ils consomment, c'est à cause de toi, c'est toi qui fais brûler la planète. Alors bon, dans ce qu'on dit, tout sera vrai, mais ce sera un petit peu orienté, quoi. Bon, maintenant qu'on a notre cible et notre stratégie, étape 2, on les accroche, et là, on va faire très fort. Là, ce qu'il faut faire, c'est offrir l'expérience la plus intense de leur vie qu'ils n'aient jamais vécue. Et je pèse mes mots. Parce qu'une secte au début, c'est pas flippant, c'est incroyable. Regarde, un cas de ouf, dans les années 1980, un gourou indien, Bhagwan Shree Rajneesh, débarque et décide de créer une communauté utopique en plein milieu du désert. Tiens, c'est bizarre ça. Pourquoi à chaque fois il s'isole ? Il y reviendra après. Les maîtres mots, méditation, liberté sexuelle totale, musique, fête, art. Et alors, des gens débarquent du monde entier pour construire une ville. Mais alors là, une vraie ville. Des bâtiments, des routes, un fucking aéroport. Un aéroport, en plein milieu du désert. Et alors, les témoignages de l'époque parlent tous de la même chose, l'intensité. Une énergie collective qu'ils n'avaient jamais ressentie ailleurs. Le sentiment d'être vivant à 200%. Et alors, exemple plus récent, Nexium. Tu connais peut-être, dans les années 2000, organisation de développement personnel haut de gamme aux États-Unis, séminaire ultra élitiste, des milliers de dollars, entrepreneurs, acteurs, cadres sup. Et quand tu participes au premier séminaire, effectivement, c'est puissant. Ils te font déconstruire tes croyances limitantes, affrontent tes peurs, et ça marche. Les gens repartent de ces séminaires avec une nouvelle vision du monde et une clarté mentale complètement incroyable. Et le problème, c'est que le cerveau confond très souvent intensité émotionnelle et vérité. Parce que si ça fait du bien à ce point-là, ça ne peut pas être faux. Bon, et alors avec Renaissance, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va créer cette intensité ? Je pense qu'on va commencer plutôt soft, nous, en 2 phases. La première, l'hameçonnage, on pourrait dire, une application gratuite qui te permet de contrôler ton temps sur les réseaux sociaux. On le gamifie, on dit « regarde, t'as passé tant de temps sur les réseaux sociaux et en plus t'as sauvé tant d'arbres. » Mais bon, le but caché de cette application-là, en fait, c'est plutôt de mettre en relation les gens. Par exemple, sur un Discord, ou des rencontres dans la vraie vie, où ils sont avec des gens qui les comprennent pour la première fois, et qui ont les mêmes démons. Et là, boum, tu te sens vu, tu te sens compris, tu rencontres des gens, et pour la première fois depuis longtemps, tu n'es plus seul. Puis, phase 2, Renaissance Premium, 29 € par mois, pas cher, moins qu'un abonnement Netflix. Avec ça, tu accèdes au vrai contenu, aux vraies soirées un petit peu plus privées des vrais membres, workshops, stats détaillés et encore plus de gamification. Et surtout, à partir de ce moment-là, tu fais réellement partie d'un groupe, les pionniers, ceux qui ont vraiment compris et ceux qui sont vraiment prêts à aller plus loin dans ce combat-là. Et devine quoi ? Ça marche. Parce que tu te sens spécial, valorisé, et tu as enfin trouvé ta tribu. Alors on a ciblé, on a accroché, maintenant, étape numéro 3. C'est là que ça commence à devenir vicieux parce qu'on va venir réécrire le monde. Alors là, ce qu'on va venir faire, c'est redessiner la carte du réel. Et ça, c'est le cœur de toute emprise. Regarde comment ils ont fait. Ok, donc, imagine, année 1990. Une secte techno-spirituelle aux États-Unis, Heaven's Gate. Leur leader, Marshall Applewhite, ancien prof de musique devenu gourou. Parce que pourquoi pas. Et alors ces membres se composent de informaticiens, programmateurs, tous les mecs qui bossaient dans la Silicon Valley naissante à ce moment-là. Leur croyance, c'est que l'humanité est corrompue, la Terre est une prison, et alors donc, la seule façon de se développer, c'est de passer au niveau supérieur, en quittant notre véhicule terrestre. Et un vaisseau spatial caché derrière la comète de Hale-Bopp va venir nous chercher. Mars 1997, la comète est visible, Applewhite dit que c'est le moment, ils enregistrent des vidéos d'adieu, calmes et souriants, et là, 39 personnes se suicident, en 3 vagues, méthodiquement, uniforme noir identique et baskets Nike. Alors pareil, ces gens n'étaient pas devenus stupides. Leur intelligence avait juste été mise sur une autre carte du réel. Autre exemple, encore plus sombre, fin des années 60, en Californie. Charles Manson recrute des jeunes issus de la classe moyenne dans la contre-culture et il leur vend une vision apocalyptique. Encore une fois, la société est pourrie. Une guerre raciale va éclater, Helter Skelter, en référence à la fameuse chanson des Beatles, et donc pour survivre, il faut la déclencher. Tuer des riches et faire accuser des noirs. Août 1969, massacre de Sharon Tate, enceinte, et de 4 autres personnes, et le lendemain, 2 meurtres de plus. Donc ces gens n'étaient pas des monstres au départ, mais leur carte du réel a été réécrite. La violence est devenue justifiée,
nécessaire et sacré. Et alors nous, avec Renaissance, comment on va réécrire le monde? Parce que parler de vaisseaux spatiaux, ce serait un petit peu too much. On veut rester crédible, on n'oublie pas. Notre but, nous, c'est pas les suicides, c'est le cash, donc faut que ça dure le plus longtemps possible. Mais il va bien falloir quand même redessiner la réalité, mais de manière subtile. Donc, dans nos sessions live et dans nos rencontres, pour les pionniers, évidemment, on va commencer à dire, les gens connectés sont des esclaves, mes amis. En fait, ils pensent être libres, mais en réalité, ils sont contrôlés par les algorithmes, par les publicités, par les géants de la tech qui les manipulent. Mais nous, on a compris. Nous, on voit la vérité. Nous, on s'en est libérés. Maintenant, est-ce que ce serait pas criminel de laisser les autres dans cette ignorance-là? Et alors, progressivement, le monde se divise en deux. Nous et les autres. Nous, les éveillés, et eux, les zombies digitaux. Nous, qui agissons pour la planète, et eux qui détruisent en scrollant. Et alors, si tu doutes, si tu te remets en question, eh bien alors on te dit, mais c'est normal, c'est ton cerveau qui résiste, tu es encore contaminé par ce système tellement il est bien fait. Mais ne t'inquiète pas, nous, on est là pour t'aider. Et après, je pense qu'il manque quand même une petite couche apocalyptique, parce que on va s'inspirer des meilleurs, mais on va pas en faire trop. Le climat se dégrade, les amis. Les rapports du GIEC est très clair. On doit avoir à peu près une fenêtre de 10 ans, peut-être moins, et personne ne fait rien sauf nous. On construit l'alternative, on construit déjà le monde d'après. Boum! Sens d'urgence, mission vitale, et alors là, tu n'es plus quelqu'un qui contrôle son temps d'écran, tu sauves le monde, mon ami. On a ciblé, on a accroché, on a réécrit, maintenant 4e étape, et c'est là qu'on va vraiment devenir riche. Étape 4, l'autocontrôle. Le stade où la secte n'a même plus besoin de te surveiller parce que tu surveilles toi-même tes propres pensées. Regarde l'exemple le plus extrême. En 1995, il s'est encore passé un truc complètement dingue. Japon, Omushirin-kyo, secte, encore une fois, apocalyptique. Mais cette fois-ci, dans cette secte, on n'a pas affaire à des geeks ou des révolutionnaires, mais des scientifiques, des médecins et des ingénieurs chimiques. Pourquoi? Parce que Ashara, le gourou de cette secte, leur promet une voie spirituelle supérieure au-delà de la science matérielle. Petit à petit, Ashara devient complètement paranoïaque. Il parle d'Armageddon, de complots gouvernementaux. Et alors il dit, pour sauver le monde, mes amis, il n'y a qu'une seule chose à faire. Éliminer les ennemis de la vérité. Alors, les scientifiques de la secte commencent à fabriquer du gaz sarin. C'est un neurotoxique mortel avec une vraie méthodologie scientifique. Ils savent exactement ce qu'ils font. Et le 20 mars 1995, attaque dans le métro de Tokyo, heure de pointe. 5 membres percent des sachets de sarin, 13 morts, plus de 5000 blessés et beaucoup avec des séquelles permanentes. Comme je disais, ces scientifiques savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils connaissaient la toxicité, les effets, le nombre de morts. Encore une fois, leur intelligence n'avait pas disparu, elle avait juste été mise au service d'une autre vérité. Et donc pour nous, alors, comment on va faire cet autocontrôle? Et alors pour notre secte, nous, notre but c'est fabriquer du cash. Et à ce stade, les membres de Renaissance, ils ont compris, ils font partie de quelque chose d'important. Alors on peut leur proposer quoi? Eh bien de devenir membre fondateur par exemple. Si tu veux vraiment changer le monde, eh bien il faut s'engager. Pas juste avec du temps, avec des ressources. Donne 10% de ton salaire par mois par exemple. Et c'est pas pour nous, hein. Ah non, c'est pour la cause. C'est pour créer la communauté de demain, c'est pour sauver la planète. Et ça marche, parce qu'à ce stade-là, ils veulent prouver qu'ils sont vraiment engagés. Et plus encore, on va créer une comparaison sociale. Regarde Marc, il donne déjà 15% de son salaire, lui. Et Sophie, elle en donne 12. Puis après, on lance les retraites Renaissance. Une fois par an, obligatoire pour rester membre fondateur. Dans la nature, 0 écran, 0 contact extérieur, déconnexion totale, prix 20 000 €. Et ils payent, parce qu'à ce stade-là, ils se sont tellement investis, financièrement, émotionnellement, socialement, qu'ils ne peuvent pas reculer. C'est ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement en psychologie. Et pendant ces retraites, on renforce tout. On isole encore plus, on crée des liens encore plus forts, on redéfinit le réel encore mieux, et on leur fait vivre l'expérience la plus intense de toute leur vie, à base de principes d'hypnose, de reconnexion, d'énergie de groupe, mais évidemment, sans nommer les vrais principes qu'il y a derrière. On te dit juste, ressens la vérité. Et alors quand ils rentrent chez eux, ils se sentent complètement déconnectés, vides, ils ont hâte de revenir. Et parfait, on arrive au niveau d'autocontrôle total et de la dépendance complète. Voilà, on a créé notre secte, Renaissance, elle fonctionne. Renaissance a de belles années devant elle. Mais là, tu te demandes peut-être, super, mais à un moment, ils vont le voir. Ils vont partir, parce que c'est trop gros. Mais le problème, c'est que partir d'une secte, c'est pas comme quitter un job. C'est infiniment plus complexe. Parce que partir, ça veut dire perdre ton identité. Parce qu'à ce stade-là, tu n'es plus toi. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Toute ta vision du monde, tes valeurs, ton sens de la réalité, tout est lié au groupe. Partir, c'est aussi perdre toutes ses relations, tous ses amis, ta vie sociale entière. Si tu pars, tu reviens à la case départ, tu te retrouves seul. Et si t'es venu jusqu'à là, c'est parce que tu ne voulais plus être seul.
De plus, partir, c'est reconnaître que tu t'es trompé, que tu as gâché énormément d'argent et énormément d'années. C'est reconnaître que tu as été manipulé. Et ça, pour ton cerveau, c'est une pilule incroyablement difficile à avaler. Parce que le cerveau déteste se contredire. C'est ce qu'on appelle en psychologie un coût irrécupérable. Plus tu investis, plus il est douloureux de partir. Et ça peut le faire avec une entreprise où tu t'es énormément investi. Ça peut le faire avec une relation où tu t'es énormément investi. Donc en fait, sortir d'une secte, c'est pas changer l'opinion, c'est faire le deuil de soi-même. Et ça c'est réellement compliqué. Par contre, petite parenthèse, il faut qu'on clarifie un truc. Une secte, il n'y a pas de définition, mais techniquement, c'est juste un groupe structuré autour d'une croyance ou d'un leader. Et c'est neutre. Il y a des milliers de groupes dans le monde qui répondent à cette définition et qui ne posent pas de problème. Par contre, une dérive sectaire, c'est quand un groupe utilise des mécanismes d'emprise qui portent atteinte à la liberté, à la santé et au jugement critique. Isolement social, contrôle de l'information, exploitation financière, contrôle du corps, abus psychologiques ou physiques. Le problème, ce ne sont pas les idées, c'est ce qu'on fait aux gens au nom de ces idées. Juridiquement, on ne poursuit pas une croyance, on poursuit des actes, des mécanismes d'emprise. Et ces mécanismes, ils sont pas forcément réservés aux sectes. Parce que ce qu'on vient de décrire, c'est exactement ce que font déjà des centaines de structures. Certains mouvements, certaines entreprises, certaines communautés en ligne, les mêmes 4 étapes. Cibler le bon moment, créer de l'intensité, réécrire le monde et autocontrôle par la comparaison sociale. Les curseurs changent, l'intensité varie, mais la structure, elle, reste la même. Alors la vraie question, est-ce que la société moderne n'est pas déjà une grande secte? On t'a modelé depuis l'enfance. L'école t'a appris quoi penser. La pub t'a appris quoi désirer. Les réseaux sociaux t'ont appris à bien te comparer, même si on pouvait déjà le faire avant. Et la culture du travail t'a appris à sacrifier ta vie pour un salaire. Où commence la manipulation? Où finit-elle? Alors je ne dis pas que tout est secte. Vraiment pas. Je dis juste que les mécanismes d'emprise sont partout, à des degrés différents, sous des formes différentes. Mais elles sont là. Et maintenant que tu les connais, eh bien tu peux les voir. Parce que c'est ça qui nous intéresse maintenant. Comment faire pour se protéger de tout ça? Déjà, première étape, c'est de connaître les 4 étapes d'une secte. Parce que la seule manière de se défendre des influences qu'on subit, eh bien c'est de les connaître. Ensuite, 2, méfie-toi de l'intensité excessive. Si quelque chose te fait te sentir trop bien, trop vite, trop fort, pose-toi la question, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui me rend vulnérable à ça? Comme je te l'ai dit, l'intensité émotionnelle n'est pas la vérité. 3, refuse les mondes binaires. Dès que tu entends nous versus eux, les éveillés versus les autres, c'est très souvent un signal d'alarme. Parce que le monde est beaucoup plus complexe que ça. 4, garde toujours un point d'ancrage extérieur de confiance. C'est-à-dire, ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier social. Garde des amis en dehors, des gens qui te connaissaient avant, qui peuvent te dire « Hey, t'es sûr que ça va vraiment ?» Et 5, protège ton droit au doute. Si tu ne peux plus poser de questions, si remettre en question devient tabou, faut partir. Vraiment. Parce qu'à ce stade-là, tu n'es plus dans un groupe sain, tu es dans un système de contrôle. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de croire à quelque chose à 100%, c'est de garder son esprit critique. Sa capacité à penser, même quand ça fait du bien, de ne plus le faire. J'espère que cette vidéo t'a diverti et t'a fait comprendre des trucs. C'est le but de cette chaîne. Alors si tu veux continuer à te libérer des influences pour éviter que ton cerveau te victimise, abonne-toi, regarde cette vidéo, elle pourrait peut-être t'intéresser.